Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing. Aujourd'hui, on est avec Oli One à Montpellier. Olivier, salut, comment ça va? Ça va très bien, Julien. Est-ce que tu veux bien nous parler de toi, ton parcours en fait Mais avec plaisir. Tout d'abord, je voudrais te dire que je suis ravi de t'accueillir. J'apprécie beaucoup ton travail, ta curiosité intellectuelle et ton ouverture d'esprit. En tant que danseur, depuis des années, on se connaît. Et Ouais. voilà, j'ai toujours apprécié ça dans ta personnalité. Et donc, pour moi, c'est un honneur de faire partie de Blabla Swing. Et voilà, donc je vais essayer de me présenter. Je suis passionné de swing comme la plupart des gens que tu rencontres. Le swing, je l'ai découvert en 2006 grâce à Thomas Blachard, à l'Apollo Jazz Café à l'époque. Ah, oui. Et donc du coup, je suis tombé amoureux de cette danse et grâce à Thomas, j'ai pu apprendre un maximum de choses, rencontrer des gens, avoir le goût de la pratique, le goût du perfectionnement. Et puis, grâce à l'association Swing Jammers, j'ai pu commencer à enseigner sur Montpellier. Et après, j'ai eu l'occasion d'enseigner aussi dans d'autres camps en France, à l'étranger, de pas mal voyager, rencontrer des gens. Donc mon amour de la danse m'a amené forcément vers la musique. Oui. Et j'ai commencé à jouer un petit peu de guitare avec un groupe qui s'appelait le Swing Jammers Band à l'époque, dont beaucoup de musiciens ont monté des super groupes qui cartonnent. Voilà. Et donc là, depuis 2-3 ans, je me suis mis aussi à la trompette. Donc je suis vraiment, on va dire, passionné de swing dans tous ses aspects. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est vêtements, objets. Et donc tout naturellement, mon travail au niveau artistique, là je fais beaucoup de collages actuellement. Et là, oui. tu es venu justement... Hier soir, c'était ton exposition. Voilà, ça me fait très plaisir de t'avoir au vernissage. Et du coup, en fait, naturellement, l'exposition Blue Note va se focaliser sur ma passion du swing. Et l'objectif de ce travail, c'est de rendre hommage aux figures emblématiques de la musique swing, donc que ce soit Louis Armstrong, Billie Holiday, Django Reinhardt, Duke Ellington, tous les grands noms, mais aussi et surtout les musiciens qui contribuent à pérenniser le style à l'heure actuelle en France et à l'étranger. Donc là, l'exposition Blue Note se focalise vraiment sur les Montpelliérains. Donc là, j'ai travaillé sur des musiciens comme Joseph Uvan, pianiste de Montpellier, des Carolina Reapers, et Corentin Lehambre, qui ont été vraiment pour moi des modèles, parce que quand j'ai commencé à danser, c'était sur leur musique, dans la rue à Montpellier. Et donc du coup, j'ai eu vraiment envie de leur rendre hommage au travers de ces tableaux. Voilà. Hommage réussi, parce que en ayant pu assister donc à ton vernissage hier, il y avait des éléments magnifiques qu'on n'arrivait pas à percevoir sur des photos publiées sur Internet, par exemple, notamment le fait que tu avais rajouté des éléments en 3 dimensions qui sortent de la toile, et ça donne un côté vraiment magnifique. C'est un vrai plus d'avoir pu assister en vrai, en grandeur nature sur ces tableaux. Et c'est des musiciens qui sont là depuis mes débuts. Je les ai toujours vus en fait, c'est vrai. Oui. Hein, ils sont de toutes les aventures, quoi. Depuis le Magic Shookhead jusqu'au Carolina aujourd'hui, ou l'orchestre syncopathique qui jouait encore hier. Ils sont de tous les plans, quoi. Donc on va rembobiner. 2006, tu découvres les danses swing avec Thomas. Oui. Tu avais déjà une appétence pour les danses de manière générale, ou c'était... Non, pas vraiment. un coup de cœur à ce moment-là. J'ai eu un coup de cœur. J'ai commencé avec un ami des cours de salsa, et puis on est allé à l'Apollo. Le lendemain, on y retournait, il y avait une soirée swing. Ah ouais. Et donc on a vu, à l'époque, il y avait Max et Thomas qui dansaient à l'Apollo, et on a été impressionnés, et on est allé leur parler, et on a attaqué les cours le lendemain avec eux. D'accord. Voilà.
Et le swing était déjà installé sur Montpellier, non? Avec Oui, oui, oui. Gilbert et Cathy, il y avait C'est déjà ça. quelque chose? Il y avait déjà, oui, il y a eu déjà pas mal de choses. Il y avait les Tontons Swingers avec Terence à l'époque. Ah Il y oui. avait Swing Cat avec Gilbert et Cathy. Ouais. Et donc Thomas qui avait monté les Swing Jammers en même temps que l'Apollo. Je crois que c'était aux alentours de 2002-2003. D'accord. Voilà. Et donc, avec mon ami Francis, que tu as vu hier au vernissage, Oui. on a commencé les cours. Et puis au début, j'y allais une fois par semaine. Tu te ressembles beaucoup d'ailleurs. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui hallucinant. nous confondent. Ouais. Ouais. Et du coup, après, on a eu la chance de pouvoir y aller 3 fois par semaine, des cours intensifs avec Thomas, qui avait toujours une approche très ludique. Et ça nous a fait accrocher de suite. Ouais. Après, il a toujours été très généreux dans son enseignement. On allait toujours lui poser des questions après les cours, lui montrer des vidéos. Et à chaque fois, il répondait à nos attentes, nous expliquait, nous montrait comment le perfectionner, comment le syncoper de façon différente pour l'enrichir. Donc franchement, moi, je dois beaucoup à Thomas. C'est vraiment lui qui m'a formé, quoi. Ouais. De manière indirecte, je lui avais dit aussi, je lui dois beaucoup aussi, parce que c'est mon prof Jean-Marc s'était énormément formé auprès de Thomas et avait ramené le swing à Aix. Et la première fois que j'ai rencontré Thomas au GSDF, j'avais remercié pour d'exister, quoi. Tout simplement, parce que... Ouais, je veux pas trop l'encenser, mais pour moi, vraiment, je le considère comme un génie du swing. C'est une personnalité hors du commun, mais en termes de créativité et en termes de qualité pédagogique et de traitement didactique de la danse, je trouve que Thomas, franchement, c'est une sacrée pointure. Voilà. Et donc, du coup, tu découvres ça à l'Apollo. Rapidement, tu te mets à enseigner également. Est-ce que ta volonté d'explorer aussi la pratique d'un instrument, c'était quelque chose que tu avais avant de danser, ou c'est le cheminement à force de danser sur du jazz, de l'écouter, de le décortiquer, ça me donne envie d'en jouer aussi. Comment s'est passé en fait tout ça? C'est exactement ça. Ouais. J'avais pas vraiment de sensibilité par rapport à la pratique d'un instrument avant de faire du swing. Donc j'avais fait un petit peu de piano quand j'étais petit, mais rien de bien sérieux. Et c'est en écoutant la musique et en allant au festival de Django Reinhardt à Samoa. Ouais. À Samoa, j'y suis allé pendant 5-6 ans d'affilée. Ah oui. Et là, je suis vraiment tombé amoureux de la guitare manouche. Et j'ai commencé à prendre des cours. J'ai aussi eu une blessure, c'était en 2010, j'ai été opéré du genou. Ah, et du coup, je pouvais moins danser à cette époque-là. Et je me suis dit, écoute, tu vas du coup en profiter pour essayer d'apprendre à jouer un instrument. J'avais été fasciné en allant à Erang, en voyant les danseurs capables justement de jouer d'un instrument. Quand j'avais vu, je me rappelle, Frédéric, Todd, tous les Lituaniens à l'époque, j'étais Mindogas, enfin voilà, j'étais en admiration. Je me suis dit, ça serait vraiment cool de pouvoir apprendre et puis éventuellement dans quelques années pouvoir jouer avec eux, partager, parce que c'était vraiment dans cette optique-là, pouvoir partager, faire des jams, au début accompagner à la guitare, puis après essayer de prendre quelques solos, mais vraiment ça m'a tiré vers le haut de voir cette émulsion à Erang, et puis même dans d'autres événements où je voyais les gens sortir un ukulélé, chanter, standard de swing, ça m'a toujours du coup fasciné. Je me suis dit je vais essayer de m'y mettre, et une fois qu'on met le pied dedans, c'est parti, quoi. Ouais. Il faudrait que je mette le pied dedans, parce que moi aussi c'est pareil, ça me fascine, j'ai envie d'y aller, puis j'ai du mal à franchir le pas. Pareil, je vivotais guitare, maintenant trombone. J'espère que ça va vraiment décoller, parce que moi aussi ça m'intrigue beaucoup, et quand je les vois être aussi capables en danse qu'en instrument, je me dis putain, c'est pas croyable comment vous faites, vous avez 6 mains pour réussir tout ça. C'est impressionnant. Certains, c'est assez fou, quoi. C'est impressionnant. Moi je suis particulièrement admiratif de Todd Yanakon. J'ai toujours été admiratif de sa danse, il m'a beaucoup inspiré.
son gabarit. Ouais, c'est vrai qu'il est grand aussi. J'aime beaucoup en fait son style de danse. Et son jeu, guitare et piano, quand je l'ai vu à Erang, j'étais vraiment surpris. Et puis après, je l'ai rencontré, et on a beaucoup échangé, il m'a beaucoup appris. Il est venu faire des gigs sur Montpellier en musique, je crois. Ouais, il est venu en fait. J'ai le souvenir d'un morceau qui avait été publié sur YouTube. C'est ça, ouais. Et le morceau était tellement bien de votre impro qu'une fois je l'ai passé dans un de mes cours. Ah ouais, génial. Bien, quoi. Ouais, trop cool. Ça swingait à mort, quoi. Ouais, c'est une sacrée pointure. Ouais, du coup, on est devenus amis, puis on a pas mal. Enfin, je suis allé à la Nouvelle-Orléans, il m'avait accueilli, et du coup, j'ai pu, grâce à lui, rencontrer plein de musiciens, voir, entre guillemets, les bons endroits, les bons spots en Louisiane. Ouais. Tu es resté combien de temps là-bas? Je suis pas resté très longtemps parce que c'était dans un périple où je faisais San Francisco et New York. Je suis resté que 6 jours. Mais là, j'ai bien l'intention d'y retourner. Là, j'ai quelques petits projets, notamment par rapport à des collages sur des musiciens de là-bas, et j'aimerais bien y retourner. Ouais. Voilà, ça fait partie de mes projets. Ça joue vraiment partout, comme on le dit Ah oui, c'est incroyable. C'est vraiment c'est la mecque du swing old style. C'est vraiment impressionnant dans le quartier français. Je m'imaginais quelque chose d'assez grand, d'après ce qu'on m'avait décrit, là, tous les musiciens de Montpellier qui étaient allés. Et quand j'y suis arrivé pour la première fois, j'étais impressionné parce que c'était beaucoup plus grand que ce que je pensais. Il y a vraiment beaucoup de bars. Ouais. Et on peut aller de bar en bar, passer du Spotted Cat où tu peux voir Meshia Lake, après t'enchaînes, t'as les Tubaskini, t'as les Palmetto Box Thumper. Enfin, j'adore ça. Ouais, c'est incroyable, hein, c'est vraiment impressionnant. Je peux Todd qui joue. Ouais. Puis même dans la rue, tu peux voir vraiment des artistes que tu connais pas forcément, mais tu vas être scotché par le son. C'est vraiment incroyable. Autant pour la musique, c'est très vivace, autant pour la danse, on m'a dit que c'était pas forcément le cas. Effectivement, j'avais été un petit peu étonné. Alors, il y a des gens qui dansent, mais j'ai trouvé que pour l'effervescence musicale quotidienne, il n'y avait pas un engouement énorme pour le swing. Beaucoup de gens dansent, mais j'ai pas trouvé. Je m'attendais à avoir une communauté beaucoup plus importante et peut-être plus de cours réguliers. Alors peut-être je suis pas allé au bon endroit. Je veux pas me permettre de juger, mais je m'attendais à plus de danseurs parce que la musique elle est tellement extraordinaire que pour moi j'imaginais des soirées avec 100-200 danseurs sur ces orchestres-là, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Enfin, c'est ce qui se passerait en France quand on les fait. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et sur ton périple américain, tu es aussi allé à l'ILSC. Oui, j'ai eu l'occasion d'y aller. J'y suis allé 2 fois. La première année que j'y suis allé, c'était un peu le crève-cœur parce que c'était l'année justement où je me suis fait opérer du genou. Du coup, j'y suis allé et j'étais en spectateur. Donc du coup, c'était un petit peu difficile à vivre. Mais bon, j'étais vraiment content de pouvoir avoir toute l'énergie de l'événement en live, voir tous les danseurs que je suivais à l'époque sur YouTube performer en live, c'était vraiment incroyable. Et puis là, dans tout le côté de danse sociale aussi, pouvoir rencontrer autant de personnes du monde entier, c'est vraiment incroyable comme événement. Puis les orchestres aussi sont assez badass, quoi. Ouais, c'est la folie. Moi, je suis un grand fan de Jonathan Stout. Vraiment, j'adore ce qu'il fait. Je suis de façon très assidue son blog sur la guitare Archtop. C'est vrai que nous, en France, on a plus la culture jazz manouche. Mais là, je m'intéresse quand même de plus en plus à la culture jazz américaine, à la Alan Ruth.
Et je trouve que ce que fait Jonathan est vraiment exceptionnel. Tous les essais de guitare, tout ce qu'il propose, et puis même toutes les vidéos qu'il met en ligne. J'ai pas honte de dire que je regarde ces vidéos et puis j'essaye de les repiquer parce que c'est génial, quoi. Toutes les vidéos où il joue devant son Porsche. C'est ça. Et c'est fabuleux. Il joue pendant 40 minutes, il passe du coq à l'âne et tout, mais ça reste à chaque fois de la guitare swing et. C'est assez incroyable. Un gros vivier de matériel pour creuser tout ça, aller plus loin. Et dans 2 mois, All Indie Shock, j'ai trop hâte. Et à Bordeaux aussi. Ouais, à Bordeaux, mais. Je crois que c'est la semaine prochaine, ou le 18 ou le 19, je crois. C'est le 19, avec le Hot Swing Sextet en battle. Ça va être énorme. Ouais, ça va être. Je pense que ça va être un magnifique événement là. Tu y vas, toi? J'ai projet d'y aller, ouais. Cool. Moi, j'ai choisi l'Indie Shock cette année. Donc, Ah, c'est dur, hein, c'est un choix difficile. Hein. L'Indie Shock, c'est un bel événement aussi. Ce sera First Time. Ouais. Ah, là, tu vas te régaler. Au-delà de l'événement, juste découvrir la ville, découvrir la culture hongroise, c'est vraiment assez exceptionnel. Moi, j'avais été vraiment enthousiasmé lors de mes premiers voyages à Budapest, j'avais adoré, vraiment. Puis l'événement, c'est mythique sur le bateau, c'est fabuleux. Puis Gordon Webster, toujours pas vu. Oui. Là, ce sera l'occasion. Je vais enfin pouvoir le voir. Mais il était à Bordeaux l'année dernière, et au Swing aussi. Ouais, ça va être très bien. Et alors ça, c'était la première année où tu t'étais blessé le genou à l'ILHC. Enfin, c'était pas là-bas que tu t'étais blessé, mais tu es arrivé là-bas avec un genou blessé. Et du coup, en termes de compétition, c'était frustrant et tout ça. Mais l'année d'après... Ah oui, l'année d'après, c'était 2011. Du coup, ça allait mieux le genou, là. Le genou, ça allait mieux. Du coup, c'est vraiment un beau souvenir. J'avais participé au Jack and Jill. Et j'étais avec Marie Freitag à l'époque en finale, donc déjà j'étais vraiment extrêmement content, un peu surpris. Et puis j'étais surpris d'être aussi en finale du solo Charleston avec que des danseurs que j'admire et que franchement qui m'ont vraiment inspiré, comme Nathan, comme il y avait des grosses pointures comme Sharon Davis, comme Emily Hofberg. Je me rappelle de cette finale, c'est quand même assez impressionnant. Et j'ai eu la surprise de la gagner. Et c'est vrai que ça reste quand même un de mes plus beaux souvenirs en tant que compétiteur. C'était vraiment une belle expérience, une très très belle expérience. Après, quelques années après, on a eu Joyce aussi qui avait fait gagné cette compétition-là, ce qui fait que les Frenchies ont quand même une petite notoriété sur celle-là, quoi. Rémi aussi cartonne. Joyce, c'est une bête de scène. Honnêtement, quand il m'a dit qu'il allait faire la compétition solo à ILHC, je me suis dit, honnêtement, il va être dur à battre. Parce que Joyce, tu le mets en spotlight, il prend la lumière et franchement, faire mieux que lui, c'est compliqué. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que il a vraiment sa personnalité. Et quand tu le vois danser, il n'y a pas 2 danseurs qui dansent comme Joyce. C'est vrai. Du coup, moi, j'avais beaucoup apprécié son show là sur Tech 5, je l'ai énormément regardé, je l'ai projeté à... Je l'ai vu une fois en live, la seule fois qu'il a fait en France, en vrai, parce qu'il avait fait à Montréal, je crois. C'est ça, la vidéo est issue de Montréal. Et il a refait une fois pour le Lindy Licious à Paris, au Chalet du Lac. À voir en vrai, c'est fabuleux. Hein, vraiment. En fait, ça raconte une histoire, quoi. C'est génial. C'est ce qui manque un peu dans nos prestations... dans nos chorégraphies, etc., c'est que souvent on raconte pas, quoi. On fait. Alors c'est pas obligatoire, hein, mais lui il avait cette force-là de faire les deux, quoi. Je suis d'accord avec toi. Là j'ai vu d'ailleurs, entre parenthèses, récemment une choré que j'ai beaucoup aimée, de Maca de Toulouse. Et lui aussi, il raconte du coup, franchement, je voulais tirer mon chapeau parce que... c'est le cas de le dire. J'ai trouvé ça génial en fait. Et j'aime bien justement le côté un peu novateur, prendre des risques. C'est sûr que là, maintenant, sur la scène, il y a tellement de bons danseurs au niveau technique que pour se démarquer, quand on arrive à avoir une personnalité et vraiment une identité propre, c'est quand même un gros plus.
aucun souci de ce côté-là pour Maka. Et pour Joyce. Tout le monde le connaît. Aerang, il a mis tout le monde par terre cette année. Il a converti je sais pas combien de personnes au trombone. Ouais, non, c'est génial. C'est génial, ça aussi, franchement, je trouve toute son approche. Je le connais pas plus que ça, Maka. Je l'ai rencontré quelques fois, on a eu quelques échanges hyper intéressants. Mais tout ce qu'il fait, justement, son Nola pour les nuls, je trouve ça génial. Toutes ses expériences musicales avec ses différentes formations, son rôle entre guillemets de coordonnateur de jam, c'est ça d'après ce que j'ai cru comprendre, un petit peu de ça, à Erang, je trouve ça vraiment cool quoi. Donner envie aux gens, c'est vraiment la base. C'est un très bon passeur et puis c'est un bout en train de première quoi. On les avait fait venir jouer sur Aix un live impromptu avec son groupe, alors je sais plus si c'était les Egyptians ou l'autre, je sais plus, mais conditions vraiment difficiles, les mecs, non c'est pas grave, et c'était super bien passé. Alors oui, les aléas du direct. C'est pas grave, on a affaire à deux beaux petits chiens. Deux pitbulls. Qui font au moins 100 grammes chacun, et voilà. Qui font ouf parce que ce sont des chiens, c'est normal. Voilà, elle voulait être dans Blabla Swing. Et alors pour finir sur cette victoire de l'ILHC, est-ce que du coup toi tu as senti que un tel résultat dans une compétition internationale comme ça, qui est probablement la plus scrutée, à l'époque il n'y avait pas encore la Savoy Cup et des choses comme ça, donc, mais c'était la plus surveillée on va dire quoi. Est-ce que toi, tu as senti que ça t'avait ouvert des portes après cette compétition? Est-ce qu'on t'a demandé un peu plus pour être sur tel stage ou compagnie? Oui, c'est évident. Là, j'ai eu des retombées l'année suivante immédiates. D'accord, ouais. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans une problématique un peu particulière parce que je ne suis pas danseur pro. Le swing, ça a toujours été on va dire un hobby. J'ai eu la chance d'enseigner dans plein de stages, mais mon métier c'est professeur de PS et ça a toujours été ma priorité. Et de ce fait, suite à ILHC, j'ai eu pas mal de propositions de stages que j'ai pas toujours pu accepter à cause de mes contraintes d'emploi du temps fonctionnaire, enseignant. Des propositions aussi sur les États-Unis par exemple? Sur les États-Unis, non, pas que je me souvienne. D'accord. Pas que je me souvienne. Mais bon, j'avais eu pas mal de propositions dans différents stages en Europe, en France, pour du solo. Et puis pas mal de propositions de show aussi. Ça a débouché sur des beaux projets. Notamment, j'ai souvenir d'un gros projet qu'on avait fait avec Andy Spitz, mon ami belge. Qui est dans tous les épisodes quasiment. Andy, si tu nous écoutes, et je sais que on t'aime, Andy. Un jour, je viendrai au Mexique. Ouais, donc grâce à Andy, j'ai pu intégrer un magnifique projet de show Gatsby dans une villa romaine. C'était pour le mariage d'un milliardaire et c'était un show assez grandiose. On était avec des artistes du Cirque du Soleil. Il y avait Gus l'illusionniste là maintenant qui est assez célèbre sur les chaînes françaises. Bref, en tout cas, il y avait du beau monde et on a eu la chance avec Andy de chorégraphier justement. Il y avait aussi Abbess Farag à l'époque, Lucille Pinto aussi. Et ça reste un très beau souvenir de performer dans ce lieu magnifique, dans cette atmosphère assez incroyable. Et à Rome en plus, c'est un très très beau souvenir. Ouais, ça c'est les gros trucs ça. Ouais, un gros souvenir de danse quoi. Et alors, le Swing Jammers Band, comment ça s'est... Moi j'ai de très très bons souvenirs de ce groupe-là. J'ai passé je sais pas combien d'écoutes dessus, quoi. Je le connais par cœur, votre disque. C'est gentil. Et entre-temps, tous sont devenus des amis. Hein. Simon, Fernando, David... vous étiez que 4, hein, je crois. Ouais, on était 4, ouais. C'était le Quatuor... D'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que hier j'ai écouté au salon du vintage à Montpellier, il y avait l'orchestre syncopathique, où pareil on retrouvait une formule à 4, et en fait ça m'a attrapé de retrouver cette sensation où on comprend vraiment ce qui se passe. À 4 instruments,
on a le temps et la disponibilité d'écoute de faire attention à chaque instrument comparé à un ensemble de 7 ou 8 musiciens où par moment ça couvre un peu et là c'est limpide quoi. Et vous c'était vraiment le cas. Et comment vous vous êtes dit bon allez tiens si on montait un répertoire est-ce que le but c'était vraiment de faire un répertoire pour les danseurs exprès? Oui, en fait, j'ai rencontré Simon. Ouais. À la pleine lune, en fait, on allait voir des concerts de jazz manouche. Parce que vous êtes des loups-garous et du coup, c'était quoi à la pleine lune? Non, à la pleine lune, c'était un bar à Montpellier où il y avait des jams de manouche. D'accord. Et à l'époque, c'était Claudio Della Corte là, qui s'occupait de cette jam-là. Et Simon s'est mis à la danse, a commencé à danser. On s'est rapprochés, on a commencé à jouer ensemble, se faire des petits buffs. Il avait déjà un bon niveau de soliste et moi, donc du coup, je l'accompagnais avec mon petit niveau de pompiste. Et on a rencontré Fernando aussi, qui était donc dans les cours des Swing Jammers, qui était contrebassiste. Et donc on s'est mis à commencer à jouer tous les trois. Et puis, par l'intermédiaire de connaissances, je crois que c'est Guillaume Corral en fait qui nous a branchés sur David Tavani, parce qu'on cherchait justement un clarinettiste. Et puis David nous a rejoints et ça s'est super bien passé. On s'est de suite bien entendu et puis on a monté un petit répertoire de standards assez rapidement. Je me rappelle, on répétait à l'époque au lycée Joffre à Montpellier. Fernando nous réunissait là pour répéter. C'était assez sympa, je me rappelle. Et puis on a commencé à jouer chez Félix. Le fameux bar du dimanche soir à Montpellier. Ça existe toujours ça ça existe toujours, mais ça a un petit peu changé là. Il y a eu une période, on va dire, où c'était pas forcément que du swing. Mais là, apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, ça va repartir le dimanche soir. Donc j'espère vraiment. C'était ce fameux bar où on mettait un couple au milieu et puis. C'est ça. Et encore en Balboa quoi. Ouais, c'est ça. C'était blindé. Enfin, ce qui était vraiment sympa, c'était le rendez-vous du dimanche soir où les gens allaient prendre un verre tranquille, danser un petit peu. Tout le monde se connaissait et c'était vraiment une ambiance détendue. Puis ça permettait aussi aux gens de voir un petit peu l'énergie à la fois de la musique swing et de la danse en live et du coup ça a contribué, je pense, vraiment à recruter pas mal de danseurs quoi, pour les différentes associations de l'époque. Voilà. Ouais, donc du coup David, Fernando, Simon et puis on a commencé à jouer dans la rue, on allait jouer, je me rappelle, au marché des Arceaux et puis après on a commencé à faire quelques petits concerts à droite à gauche. On s'est amusé à enregistrer un album. Oui. Voilà, qui a bien tourné. On a eu la chance de jouer au Jam à Montpellier. Je me rappelle, à l'époque, c'était assez étonnant. Votre album est un live de là-bas, quoi. Ouais, il y a certains titres qui sont issus du live. Et puis surtout, la plus belle expérience que j'ai avec David, Fernando, Simon, c'était quand on était allé à Erang. Oh punaise, oui, c'est vrai. On était allé à Erang et du coup, on avait joué comme ça, un petit peu. Vous étiez monté en fourgon. Certains. Moi, j'étais pas monté en fourgon. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est cette histoire où sur le retour à Amsterdam. C'est ça. Ouais, on a eu plein de mésaventures. En fait, on était monté avec Fernando en avion. Donc Simon et David étaient montés avec le camion qu'on avait acheté. On s'était acheté un petit Volkswagen. Ouais. Et donc ensuite, ils nous avaient récupéré à l'aéroport de Stockholm. On était allé à Erang. On avait passé une période à Erang assez magique. Puisqu'au début on y allait juste pour danser, buffer, et puis finalement on nous a proposé de jouer pour les compétitions. Du coup on a accepté, et puis après on nous a même proposé de jouer sur la scène de Folketus. Donc on s'est retrouvé sur la scène de Folketus avec, on va dire, notre petit niveau à l'époque, mais c'était vraiment une superbe expérience. Et puis j'ai vraiment le souvenir de toutes les nuits qu'on était à Erang. Genre à 4h30, 5h du matin, c'était le bœuf quoi. Toutes les nuits on se retrouvait, il y avait tout le temps, il y avait Todd, il y avait Frédéric, et il y avait Guillaume Corral aussi qui était là à l'époque. Frédéric Dalbert qui bossait sa trompette. Voilà exactement. Et du coup, j'ai vraiment de super beaux, c'est mes plus beaux souvenirs je pense de jam, c'est le partage à Erang en fin de nuit après avoir dansé toute la nuit. Les petits bœufs avant d'aller se coucher, là, c'était vraiment de bons souvenirs. C'est tous ces mecs-là, Frédéric, Ricard, tout ça, ils ont créé
un groupe d'Erang, quoi, qui s'appelle Horsgatan. Horsgatan, en référence à la rue de Stockholm. Je crois qu'Horsgatan, ça veut dire rue, en fait, non, je crois. C'est le nom d'une rue, c'est le nom d'une avenue à Stockholm. Où il y a le studio de Chicago. Lennart, je crois. C'est ça, ouais. Et ils expliquaient qu'ils étaient très très contents de pouvoir jouer devant Erang, alors que c'était un groupe qui s'est constitué là-bas en mode buff et tout ça en fin de soirée, et puis que là, ça y est, ils étaient sur la scène. Et ça swing, hein, c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Hein. Ça y va, c'est très sympa. Et ça c'était. Et alors sur le retour à Amsterdam Ben là, on a eu un petit incident de parcours. Le camion s'est fait visiter, et puis on nous avait volé à l'époque tous nos instruments. Donc ça a été un peu le crève-cœur, quoi. Moi, ma guitare, puis je crois même Simon, il avait son saxophone à l'époque, il jouait du sax, on lui avait piqué son sax, enfin, puis sa guitare, enfin, ouais, c'était un mauvais souvenir. Bon, heureusement, enfin, c'est que des choses matérielles, on va dire, et puis l'assurance nous avait bien aidé. Bon, après, c'est vrai que l'attachement qu'on avait aux instruments, moi, c'était une guitare vraiment de luthier que j'aimais beaucoup, j'avais acheté d'occasion à un musicien que j'aimais beaucoup, enfin bref, ça a été un peu un crève-cœur, mais bon, faut pas trop s'attacher aux choses matérielles comme ça, voilà, on passe à une autre guitare, un autre instrument, et puis la vie continue, quoi. Mais en tout cas, ouais, si j'ai un conseil à donner aux amis musiciens, c'est ne pas laisser les instruments dans la voiture. Jamais. Ça, tout le monde le sait, mais tout le monde le fait, et le jour où ça arrive... Des fois, quand tu arrives, tu te gares, il est 4h du matin, t'en peux plus, tu vas juste aller te pioncer, et tu fais c'est bon, ça ira bien. Non, ça va pas. Et après, du coup, comment le groupe en est venu à splitter, sans vraiment splitter, mais juste, on va faire d'autres... C'est dans l'évolution logique, on va dire, de la carrière de musicien. David, Fernando, Simon, c'était vraiment des musiciens. Moi, j'étais, on va dire, c'était mon passe-temps, je faisais la pompe, j'étais content avec eux, mais j'étais loin d'avoir leur niveau. Je pense qu'eux, ils avaient vraiment des attentes professionnelles. Et du coup, logiquement, ils sont allés vers des projets différents. Simon a monté les Rhythm Gamblers à l'époque, qui était vraiment un groupe extraordinaire, je confirme, avec Gilbert Tenet, le trompettiste incroyable. Probablement à l'heure actuelle la meilleure galette sortie en France pour les danseurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment, pour moi, l'album des Rhythm Gamblers de l'époque, avec le morceau Jammin' in the Blues, le morceau mythique de Jam, enfin, ça reste pour moi vraiment parmi les orchestres live que j'ai pu écouter, parmi la crème, quoi. C'était vraiment top. Après, tous ont eu de beaux projets. Ce que fait Fernando avec les Carolina Reapers, c'est quand même génial. Avec David, David, il a franchi un cap énorme. Là, c'est devenu un super clarinettiste. Donc, franchement, je suis hyper content de voir leur trajectoire. Ça me fait vraiment plaisir de les voir. Je suis beaucoup là l'orchestre syncopathique. J'adore, comme tu as pu le constater au vernissage, je suis un fan de Joseph Vuvan. J'aime beaucoup sa personnalité, et puis j'aime beaucoup ses qualités de musicien au banjo, au chant et au piano. Donc voilà, je voulais vraiment lui rendre hommage. Et puis pour ce tableau, j'ai eu la chance de travailler en collaboration avec un photographe de Montpellier qui s'appelle Jérémy B. Williams. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Et du coup, on a mis en scène un angle de prise de vue pour pouvoir voir à la fois le pianiste, ses mains, ses bras, puisqu'il y avait des tatouages que je voulais faire ressortir sur ses bras. Et je voulais faire ressortir aussi les touches et l'intérieur du piano. Donc du coup, on a mis en scène cette prise de vue en studio avec lumière et puis les qualités de photographe de Jérémy. Et à partir des photos de Jérémy, j'ai pu travailler sur le collage de Joseph, quoi. Et donc quand tu colles, en gros, à droite, tu regardes la photo, à gauche, tu es sur ton tableau de collage, et à chaque fois, tu prends le repère de la photo pour gérer l'échelle, les contours. Ouais. Bon, il y a différentes techniques. Hein. C'est vraiment un gros mélange. Il y a du collage, on va dire, pur et dur, papier sur bois. Il y a du dessin. Maintenant, j'inclus du numérique dans ce que je fais. Je m'en cache pas. J'ai découvert certaines techniques qui m'ont permis de faire certains projets qui étaient inconcevables avec mes techniques du début.
Et puis là, j'ai eu la chance justement de découvrir certaines techniques en discutant avec certains artistes dans différentes expos. Et puis quand j'étais sur Chelsea à New York, j'ai eu la chance de rencontrer des Américains qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur les possibilités de travailler avec de l'époxy. Ouais, voilà. C'est la résine que tu Voilà, c'est la résine que fixer, en fait, exactement. Et franchement, j'ai été impressionné de voir le rendu de ces tableaux. Moi, j'étais amoureux d'un photographe qui s'appelle Raphaël Mazzucco, qui fait vraiment des photos. C'est lui qui fait les photos pour Sports Illustrated, le magazine américain. Et du coup, sur New York, il a une galerie à Chelsea où il utilise ses photos et il les cristallise dans de l'époxy, avec tout un tas d'instruments, avec des couleurs, avec donc de la 3D. Et j'ai vu un tableau extrêmement intéressant où il avait inclus la tête d'un cerf, le crâne et les cornes dans l'époxy, donc ça sortait du tableau. Ah oui, d'accord, ouais. Et du coup, j'ai trouvé cette idée géniale. Je me suis dit de suite, je pourrais faire ça avec des instruments de musique, ça pourrait être cool. Et j'ai eu la chance de rencontrer justement ces artistes dans leur atelier. Je suis allé au culot, je leur ai posé des questions et ils ont été vraiment super cool, quoi. Ils m'ont invité à visiter leur atelier, ils m'ont montré la résine qu'ils utilisaient, les dosages qu'ils utilisaient, les finitions. Enfin, j'étais extrêmement étonné de voir autant de partage. Et donc ça m'a surmotivé. Quand je suis rentré en France, je me suis dit je vais essayer. Ça a été compliqué à prendre en main Ça a été très compliqué. Ah ouais, c'est très compliqué. Tu as dû faire plein de tests Ah oui, j'ai fait beaucoup de tests et j'ai eu beaucoup d'échecs. Ça a l'air hyper simple comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tutos maintenant sur YouTube. On voit beaucoup de choses, notamment tout ce qui est table en bois flotté avec de la résine époxy, avec des mélanges de colorants et autres. C'est extrêmement intéressant, mais c'est vraiment difficile et il faut vraiment avoir un lieu dédié. Ouais. Parce que la résine d'époxy, c'est vraiment une matière où tu peux pas jouer avec. Si tu la fais tomber quelque part, c'est impossible à enlever, quoi, sur un sol ou sur un vêtement. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est vraiment c'est très compliqué. Donc quand tu fais de la résine d'époxy, il faut vraiment avoir une pièce en mode Dexter avec du plastique partout. Je pensais à ça. Voilà, et puis tu mets ton petit masque à cartouche, voilà. Donc difficile au début dans le sens où l'époxy a eu des réactions des fois imprévues avec le papier, avec les différentes on va dire structures de papier, les différentes épaisseurs, les différentes colles que j'avais utilisées. Des fois les couleurs ont été modifiées, les couleurs ont été dissoutes. J'ai eu même des fois des très mauvais. J'ai eu des super mauvaises surprises sur des tableaux que j'avais finis et que je passais à l'époxy. Et j'avais mal fait mes mélanges, l'époxy était trop liquide à certains endroits et du coup a durci en surface et a dégouliné en fait quand je l'ai mis en format vertical, le tableau, et ça a cloqué en bas du tableau. Du coup j'ai dû enlever les cloques, enlever l'époxy qui avait carrément détruit le tableau en bas. J'ai dû refaire le tableau et repasser une autre couche. C'est pas une technique facile, mais ça assure la longévité de l'œuvre quand même aussi, quoi. Exactement, il y a une protection du papier, parce que le papier, je vois sur certains collages qui ont 6-7 ans, je vois que le papier quand même s'abîme au fur et à mesure, la couleur s'estompe, le papier s'émiette. Et là, avec l'époxy, ça cristallise le tout. Donc ça a un intérêt de protection, puisque ça fait comme une vitre sur le tableau. Ouais. Ça fait vraiment... Comme un vernis, en fait. C'est ça, c'est ça. Mais un peu plus brillant, un peu plus... C'est ça fait vraiment ressortir les couleurs. Quand le tableau est bien éclairé, ça permet d'avoir un... Marge, calme-toi. Ça permet d'avoir vraiment on va dire une uniformité dans le tableau. Si tu as mis plusieurs couches de papier, ça met tout sur un même plan, et puis ça peut faire ressortir certaines couches qui étaient en dessous, et ça peut faire des contrastes un petit peu inattendus qui sont justement intéressants. Alors ça peut être à double tranchant, ça peut faire quelque chose de très beau, et puis des fois tu peux avoir des mauvaises surprises, quoi. Mais c'est un petit peu toute la magie du truc, quoi. C'est une science inexacte, quoi. Alors donc là on parle de ta dernière période pour l'instant là, de collage issu avec des références swing. Comment t'en es venu à ça? Comment tu t'es dit alors on a Marge qui aboie,
Ouf, ouf. Excusez-nous. Ouais, du coup, comment j'en suis venu Comment t'es passé de guitare, trompette, cornet? Ouais, On rappelle que le cornet est une forme de trompette, c'est celle qu'utilisait Louis Armstrong, etc. Et qu'après Bix Beiderbecke. ouais, que je sais jamais dire. Je sais dire Bix, mais après Becker, tu vois, Beiderbecke, je crois que. Faudrait que je me force un dit, jour. ouais. Ouais. Que j'adore d'ailleurs aussi. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Ben, en fait, pendant ma période swing, je continuais quand même à peindre. Je faisais toujours un peu de peinture. À l'époque, ben, j'étais passionné de golf. J'ai fait beaucoup de golf aussi. Ah oui, c'est Et vrai, du on a coup, oublié de le dire, ça, du coup, j'ai eu une période où ben, j'ai peint des golfeurs pendant des années. J'avais fait une collection de peinture à l'huile de golf. Ouais. Et après, j'ai découvert le collage par l'intermédiaire d'artistes montpelliérains comme Monsieur Garcin, que tu connais peut-être, j'imagine. Non, pas du tout, mais j'ai vu que tu le mentionnais dans ton expo hier, mais je connais pas le travail. Non. Donc, Voir. ouais, c'est vraiment intéressant. C'est à la base, c'est quelqu'un qui découpait des Marvel Ouais. et qui, par exemple, avait reconstitué l'œil de Spider-Man qu'avec des petits Spider-Man découpés et collés sur la base de cet œil. Et il a eu beaucoup de succès. Et Marvel un jour l'a contacté. Donc, d'après ce qu'il raconte, il a eu un petit peu peur par rapport à justement au fait que il y avait peut-être des droits d'auteur et que. Mais non, pas du tout. C'était au contraire pour lui proposer de faire la couverture du 500e numéro de. Ouais. Du coup, ça a été vraiment quelque chose d'énorme pour lui et ça a vraiment lancé sa carrière au niveau international. Sur Montpellier, c'est un artiste qui est quand même pas mal connu, qui a fait des belles expos à la Galerie Saint-Ravi, je l'ai vu dans pas mal de lieux sur Montpellier. Mais là, maintenant, il a quand même une notoriété internationale. Et il fait vraiment des tableaux toujours axés sur les Marvel, sur l'univers Marvel, et toujours à base de découpage d'originaux pour créer une œuvre en hommage à Thor, à Spider-Man, à Batman, voilà. Donc toi, tu as fait la même chose avec des musiciens, danseurs. Ouais, j'ai pas la prétention de dire que j'ai fait la même chose parce que pour l'instant, t'as fait que des musiciens, t'as pas fait de danseurs. Il peut y avoir des danseurs musiciens, mais non, j'ai pas fait encore de danseur. Je t'avouerai que je l'ai quand même toujours en tête et le problème c'est que j'ai pas assez de temps pour pouvoir produire beaucoup de pièces. Chaque pièce, les grands formats là, que tu as vu hier, il me faut au moins 6 mois pour le produire. Il me faut la matière première, il me faut et puis il me faut l'inspiration et puis ça passe par des échecs, ça passe par de la frustration. Donc du coup, je peux pas dire que je sois très très productif, mais je t'avouerai que ça me ferait vraiment plaisir de travailler sur un projet autour des danseurs. Là, pour l'instant, ma ligne de conduite sur les 3, 4, 5 ans à venir, c'est l'exposition Blue Note. Donc c'est vraiment uniquement pour l'instant des musiciens, et là je vais essayer d'axer mon travail essentiellement sur des musiciens vivants. Donc là par exemple là je suis en train de travailler sur Guillaume Corral, le saxophoniste de Montpellier, et puis j'ai j'ai toujours en tête de faire des musiciens que j'affectionne particulièrement, comme Audrey Leclerc, que tu connais peut-être, la chanteuse des Carolina Reapers, des Sweet Peppers. Voilà. Et voilà, pareil, je voudrais faire un projet avec Audrey. Et là, dans la nouvelle démarche, ce qui me paraît intéressant, c'est autour de l'artiste, donc que je prends en photo. Là, maintenant, j'essaye de prendre mes propres photos de musiciens pour pouvoir avoir les angles que je veux, puis tout simplement les droits pour utiliser la photo. Parce que là, les photos que j'ai utilisées, c'était soit des photos d'Éric Esquivel, que je remercie au passage, parce qu'il m'a énormément soutenu dans le projet, et voilà, je voulais le remercier, Eric. La Bible. Voilà, et puis Jérémy B. Williams, qui m'a donné les droits sur quelques photos. Voilà. Et donc là maintenant, j'aimerais essayer de faire mes propres photos et puis travailler à partir de ces compositions-là. Là, notamment cet été, j'ai eu la chance de pouvoir prendre en photo et rencontrer Shay Cohn des Tubaschini. Oui, la cornettiste. La musicienne
assez incroyable qui joue du cornet, du Ouais, piano, ouais. enfin incroyable. Ouais, et là, ils sont passés 2 fois à Marseille et elle est hyper humble. Elle est Elle est incroyable. dans son petit coin, elle fait son. En fait, elle défonce et personne ne le sait. Ouais, ouais, Presque, tu vois, moi, ça m'a donné ce ouais, sentiment. ouais. J'étais à Marseille et tout, 2 fois je les ai vus, puis je sais pas, vous avez conscience que là, c'est comme une musicienne incroyable. Ouais, c'est complètement fou. Puis moi, enfin comme toi, j'ai eu vraiment ce sentiment de, de profonde humilité, de générosité, de partage. J'ai eu la chance de la rencontrer à Sète et à Sauve. Ils ont joué Oui. donc 2 dates consécutives où je suis allé, bien sûr. Et bon, la musique, c'était incroyable. Et du coup, j'ai pu prendre quelques photos pour commencer un travail pardon, sur elle. Ah ouais. Et donc là, j'ai bientôt fini. J'espère d'ici un mois pouvoir le, C'est cool, je le trouve poster. il y a. Ah ouais, c'est bientôt fini ça. Ah, c'est chouette ça. Ouais, d'ici un Ouais. mois, je pense. Ah, c'est cool. C'est bien parce que je trouve que tu. Mais en fait, c'est un peu comme Blabla Swing, mais sans m'en rendre compte, mais tu alternes souvent des hommages hommes, des hommages femmes. Il y a souvent Ouais, ce ben ça me truc-là. paraît vraiment important. Il y a souvent cette égalité, parité Ouais. dans ton truc. Moi j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai développé consciemment, mais après, avec le recul, je me suis dit, tiens, je remarque que souvent j'alterne un épisode entre un homme, un épisode entre une femme, euh, et qu'en fait, ça se construit petit à petit. Et c'est qu'après, je me suis dit, mais tiens, ouais, ok, faut que tu continues comme ça quand même. Ouais, moi, ça me paraît hyper important. Et là, c'est marrant que tu en parles parce que j'ai justement comme projet de faire un hommage aux femmes dans le jazz. Mhm. Et pas uniquement les grands noms comme Billy, Ella, Sarah Vaughan, Etta James. Lil Hardin, enfin bref, mais également les femmes méconnues du jazz, Ouais. comme par exemple Blanche Calloway, Ah. la sœur de Cab Calloway, Ah ouais. qui a été en fait une chef d'orchestre de big band, on va dire très compétente à l'époque et qui avait produit pas mal de choses, mais sa notoriété a été éclipsée par son frère. D'accord, ouais. Donc ça fait vraiment partie entre guillemets des femmes qui ont été éclipsées par leur frère tout simplement parce que à l'époque il fallait être un homme pour avoir de la notoriété. Ouais, clairement. Donc voilà, j'ai toujours dans le coin de la tête ce projet d'exposition centré sur des personnalités que j'aime beaucoup comme Joséphine Baker, comme Là, Lil Hardin. Ouais, là on est dans le connu quoi. Ouais. Oui, on est dans le connu, mais par exemple Lil Hardin, il y a Non, pas celle-là. pas beaucoup de. J'imagine que dans la rue, il y a très peu de gens qui Ouais. connaissent le travail de Lil Hardin, qui savent que c'est la femme de Louis Armstrong, qu'elle a une importance énorme sur la carrière de Louis Armstrong, qu'elle l'a convaincu justement à l'époque de partir de Chicago, quand il était parti à Chicago en 1923, là, jouer avec King Oliver. C'est Lil Hardin qui lui a mis un petit peu la pression, qui jouait justement dans le Hot 5 Hot 7, Ouais. qui lui a mis la pression en lui C'est disant la plus, ça va. il faut que maintenant tu te lances dans la cour des grands, il faut que tu ailles à New York. Et c'est elle qui lui a mis la pression pour aller jouer avec Fletcher Anderson et compagnie. Donc, souvent, on néglige l'importance de ces grandes dames et on ne connaît pas forcément, on va dire, l'histoire. Quoi. Donc, j'aimerais bien faire un petit clin d'œil. Marie-Lou Williams aussi. Voilà, ouais. Qui est un petit peu connue, mais qui a une place de compositrice impressionnante. Ouais, carrément. Je crois que c'était Enfin, déjà, rien que quand on dit c'était la prof de Duke Ellington ou de Count Basie, je ne sais plus un des deux, voire les deux, je ne sais pas. Alors les deux, ce serait le summum à vérifier, mais c'est. On voit la dame que ça peut être. C'est sûr. Mais oui, c'est vrai, on n'a pas conscience que elles ont été aussi importantes. On a tendance à mettre les figures masculines énormément en avant. Ouais. Mais c'est en train de vraiment nous bouger de ce côté-là depuis pas mal de temps. Mais heureusement, pas mal de projets, Women in Jazz qui commencent à émerger aussi et tout ça. Et c'est assez sympa. J'avais une question technique sur tes collages justement. Oui.
comment tu te fournis les pièces que tu colles justement? Est-ce que tu utilises, est-ce que tu veux absolument utiliser du magazine d'époque, etc. Non, pas forcément, parce que le magazine d'époque, on m'en offre, mais j'en ai quand même très peu. Là, j'avouerai que la base, c'est quand même des publicités, des magazines contemporains, on va dire. Hein. Catalogue de la Redoute, Ikea. Ouais. Du moment que je trouve les couleurs, les motifs intéressants, je suis pas regardant sur la provenance. Au contraire, je trouve ça intéressant justement d'être dans un processus de réutilisation de la matière. Donc là, il y a beaucoup d'amis que je tiens à remercier parce que sans eux, j'aurais pas autant de matière, qui me mettent tous leurs magazines de côté. Ils savent que j'affectionne particulièrement le bleu puisque l'exposition Blue Note a pour but justement d'utiliser la couleur bleue dans le fond des musiciens par rapport à la fameuse Blue Note dans le jazz, c'est un petit clin d'œil. Et le bleu aussi qui est une de mes couleurs préférées. Voilà. Et donc du coup c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui me mettent de côté des magazines, des pubs, dès qu'il y a du bleu canard, du bleu marine, du bleu ciel. Des fois, les gens me découpent carrément les pages et voilà, ils me les donnent et ça me fait gagner du temps. Et là, j'ai gagné pas mal de temps aussi ces dernières années avec un peu plus de méthode en classifiant par couleur, par motif. Du coup, quand j'ai des piles de magazines, pendant des années, j'avais des piles de magazines partout dans mon atelier. Du coup, c'était un peu long comme processus. Et là, du coup, dès que j'ai du temps, dès qu'on m'amène des magazines, je les dépouille de la matière intéressante, donc des couleurs, des écritures intéressantes, des petites citations de photos que je peux éventuellement réutiliser dans un tableau. Donc voilà, je me fais des petits classeurs à contenu et du coup, quand je me lance sur un tableau, j'ai déjà ma matière première de côté. Ça me fait gagner pas mal de temps, mine de rien. Voilà. Donc j'encourage les gens s'ils ont des vieux magazines, il y a pas mal d'amis qui m'ont offert des vieux magazines d'époque et c'est vrai que c'est super de pouvoir les utiliser pour créer quelque chose de nouveau, leur donner une deuxième vie. Je trouve ça intéressant. Le fameux Life là où il y a Leon James et tout ça et les danseurs blancs aussi en première. Je sais jamais qui c'est. Ils sont connus ces danseurs en couverture là. Tu sais celui qui est tout le temps utilisé dans les flyers, le danseur. Il a le style Dean Williams. C'est ouais. Pas du tout lui. Non, je t'avouerai que je connais pas son nom. Et tu sais, il est un peu en arrière. Ouais, elles sont superbes ces photos d'ailleurs. Elles sont reprises sur tous les fly ou tous les événements Facebook machin de danse. Ouais. Et celui-là, ça doit être chaud à l'utiliser parce qu'il en reste plus beaucoup Oui, mais celui-là, honnêtement, si jamais un jour j'ai les originaux, jamais de la vie je m'amuserai à le mettre dans un collage. Ça a trop de valeur. Enfin, comment dirais-je. J'ai vu au studio des Swingjammers, l'original. C'est la seule fois où j'ai pu l'avoir dans mes mains. Oui, je pense que. Amené, ouais, il a dans sa collection. Ouais. Et du coup, je suis là, waouh, trop cool. Ouais, c'est super. Non, ça, je m'amuserai pas quand même à le déchirer. C'est comme. Je voulais bien préciser que les instruments que j'utilise dans les tableaux sont des instruments que j'ai récupérés, ces instruments cassés qui sont plus réutilisables. Ouais. Donc c'est vraiment une logique de recyclage et de donner une deuxième vie aux choses. Bien sûr, je m'amuserai pas à mettre une trompette qui marche, la découper et la mettre dans un tableau. Jamais je m'amuserai à faire ça. Et là par exemple, je suis en train de travailler sur un saxophone que j'ai acheté d'occasion et le saxophone était cassé, inutilisable, donc du coup je vais le mettre dans l'époxy, mais c'est à visée purement artistique, hein. C'est un saxophone qui pouvait pas entre guillemets fonctionner, donc voilà. D'accord. Eh ben on se dirige gentiment vers la fin, mais on n'a pas parlé de ce que je pose d'habitude classiquement, de tes influences, de tes goûts. Musicalement, qu'est-ce qui t'a marqué et quels sont les danseurs-danseuses? Tu nous as un peu parlé tout à l'heure de quelques danseurs qui ont été des influences pour toi, Todd, Thomas bien entendu et d'autres. Est-ce qu'il y en a eu d'autres assez importants dans ton parcours? Oui,
Mon premier prof, ça a été Thomas. Après, j'ai appris beaucoup avec Max Pitruzella aussi. J'ai pris pas mal de cours particuliers avec lui. Il m'a beaucoup apporté dans la danse. Max et Annie, à l'époque, c'était vraiment, on va dire, un modèle hein, pour toute une génération de danseurs. Todd, j'étais vraiment fan de Todd pendant... Est-ce que toi aussi tu trouves que Todd maintenant il a changé sa danse quand même? C'est plus du tout la même danse qu'il pratique aujourd'hui que celle d'il y a encore 5 ans. Je sais pas, je trouve qu'il fait beaucoup de bras, de trucs. Je trouve ça intéressant parce qu'il campe pas sur ses positions, il ose prendre des risques et tout ça. C'est différent. Il y a vraiment dans sa danse un gros melting pot. Todd c'est un fan de Carolina Shack par exemple. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, et donc du coup, quand tu le regardes danser, quand il est en position sugar push, il fait beaucoup de jeux de jambes et de figures de Carolina Shack. Il a été beaucoup influencé par les danseurs américains de l'époque. Et puis, je pense aussi que sa technique a évolué par rapport à son physique, parce que c'est quelqu'un comme moi qui est grand et qui a les genoux et le dos fragiles. Et du coup, peut-être son style s'est horizontalisé un petit peu plus. Ouais. Voilà. Ouais, dans le sens où c'est une danse très coulée, on va dire très technique, très relâchée, et qui est peut-être moins physique et cardio si on la compare à des danses comme tous les William et Maeva, tous les Nils et Bianca, Jérémy et Mélanie, enfin tous les grands noms là qui viennent, Torbjörn et Flora, qui viennent du boogie, qui ont une danse vraiment, tu sens que c'est des athlètes. Ouais. C'est des athlètes, c'est sportif. Voilà. Et du coup, je pense que sa danse a dû évoluer par rapport à ses goûts et puis ses capacités physiques. Toujours dans une logique de, quand on est danseur comme ça professionnel, de préserver son corps, ses genoux, ses articulations pour pouvoir être dans la longévité, quoi. Voilà. Et alors, musicalement, quels sont tes... j'ai un peu ma petite idée. Ouais. C'est assez facile, hein, toi qui me connais, de savoir quelles sont mes influences. Bon, le Django, pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment le génie, puis le fait qu'il ait influencé tout un courant de jazz en Europe et dans le monde. Enfin, voilà, je trouve que vraiment, pour moi, il y a des figures emblématiques indéboulonnables comme Django, Louis Armstrong, Fats Waller et Duke Ellington. Vraiment, c'est pour moi... le nec plus ultra de ce qui se fait dans le swing. Voilà. Après, bon, j'adore le swing, mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est musique. J'adore tout ce qui est musique du monde, musique classique. J'écoute beaucoup de musique classique. J'adore Erik Satie, Debussy, Rachmaninoff. Voilà, j'aime bien les pianistes. D'accord. Et j'aime bien... Comme dans tout ce que je fais dans la vie, j'aime bien la diversité en fait. Certes, j'adore le swing, c'est une passion, mais entre guillemets, c'est pas non plus une passion unique. Et j'aime bien avoir une petite ouverture sur tout ce qui se fait en dehors pour mieux retourner au swing, pour pouvoir l'apprécier et ne pas m'en lasser en fait. C'est vraiment dans cette... pas une passion dévorante, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Des fois, je me pose la question. Des fois. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question qui concerne sur l'évolution de la scène swing de manière générale. Est-ce que tu notes des changements, des évolutions sur cette scène-là? Est-ce que par rapport à toi, quand tu as commencé, et aujourd'hui quelqu'un qui commence sur cette scène, est-ce que tu as noté des changements Oui, là c'est sûr que la danse swing évolue à vitesse grand V. Hein. Ouais. Pour être honnête, quand je regarde les vidéos de 2011 et que je vois ce qui se fait maintenant, j'ai l'impression d'être un petit peu has-been, de danser, on va dire, avec une technique différente. Là, ce qui se fait à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus aérien et en fait la scène est influencée par
par les danseurs qui sont sur le devant de la scène. Et donc le style qu'on peut retrouver dans les compétitions évolue en fonction des noms de ceux qui gagnent les compétitions, de ceux qui sont entre guillemets le plus vu sur YouTube ou dans les événements. Donc la scène, je trouve qu'elle évolue à vitesse grand V. Le gros point positif, c'est la démocratisation, c'est la multiplication des associations dans les grandes villes de France. Là, quand je vois par exemple la multiplication d'assauts à Montpellier ou la naissance, l'émergence de grosses scènes comme Bordeaux, Paris, j'en parle même pas. À l'époque, moi, quand j'ai commencé à danser, Paris, c'était pas une scène aussi gigantesque que maintenant. Là, avec toutes les associations, il y en a tellement que je pourrais pas toutes les citer sur Paris, mais les gens ont que l'embarras du choix. Il y a une telle offre à l'heure actuelle que le swing est devenu ultra accessible. Si tu veux, comme le disait Nico, là je reviendrai sur ton travail avec Nico Rodriguez justement, et j'ai trouvé ça super intéressant de voir et d'entendre comment lui a appris. C'est-à-dire, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tant d'événements que ça tous les week-ends en France. Donc du coup, j'étais obligé d'aller à tel endroit pour prendre un cours avec un prof américain. Maintenant, c'est hyper simple, j'ai envie de dire. Tu as envie d'apprendre le swing, tu peux prendre... tu peux choisir tes workshops en fonction des profs quand ils viennent en France, ou tu peux même maintenant avec tous les réseaux sociaux, avec par exemple je pense à Dax avec son Rhythm and Juice, tu peux faire en ligne en fait. Je sais que Senia aussi fait ça, Jamine, Kevin et Joe, voilà. Donc Sharon, voilà. Du coup, je trouve que je trouve ça génial en fait que les gens puissent accéder à différentes influences. Ce que je trouve vraiment important, c'est dans le processus d'apprentissage en swing, ne pas se cantonner à un seul registre. Là, je vois, moi, pendant des années, c'est vrai que j'ai appris avec les Montpelliérains et que pendant des années, j'étais axé sur la technique de lead and follow qu'on nous avait apprise et à laquelle j'adhérais. Et le fait justement de pouvoir rencontrer d'autres danseurs à Erang, ou le fait de travailler avec d'autres personnes qui n'avaient pas la même façon de penser et d'enseigner la danse, comme Abbès par exemple, ou comme Lucille, ou comme Anna aussi. Je me rappelle, on a eu pas mal d'échanges intéressants. Ça m'avait quand même, sur les dernières années, permis d'ouvrir les yeux et de me dire toutes les infos sont bonnes à prendre. Et donc, ne pas se cantonner à ce qui claque, ce qu'on aime, et puis essayer d'avoir un petit peu de curiosité et de voir un petit peu quelles sont les spécificités de tel ou tel danseur, de telle ou telle technique. Être capable de tout faire et être capable d'être sensible à tout ce qui se fait pour ensuite trouver son propre chemin, c'est la démarche qui me paraît intéressante. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment possible avec l'offre pléthorique qu'on a. C'est incroyable. Parce que maintenant, ça y est, on en est à devoir choisir quel stage on va aller faire. C'est ça. Il y en a deux en même temps. Exactement. Et ça montre bien à quel point ça s'est multiplié, quoi. C'est chouette, mais faudrait pas qu'on arrive à... Le revers de cette médaille, peut-être qu'on arrive à saturation à un moment donné. Donc, écoute, c'est une question qui mériterait un débat, justement, ouais, je pense que sur quelles sont les limites du swing et du lindy hop. Parce que déjà, je me rappelle, à l'époque, il y a 4-5 ans, j'avais eu des conversations avec des non-danseurs qui me disaient « Ouais, mais c'est une mode, d'ici 4-5 ans, on n'en entendra plus parler. Là, il y a la mode de The Artist, il y a la mode de... » Et puis en fait, non, pas du tout. Cette mode, si c'est une mode, moi je pense pas que ce soit une mode, je pense que c'est un courant qui perdure. C'est étrange parce que moi j'ai commencé il y a 10 ans et toi plus avant encore, et on nous disait déjà que c'était une mode. À chaque fois que quelqu'un commence, on dit ouais, c'est le truc à la mode et tout ça. Ouais. C'est le truc à la mode depuis 82, alors si tu veux. Enfin, et ça reste tout le temps à la mode en fait. C'est cool et branché, le lindy hop. Pourvu que ça... longue vie au lindy hop, hein. Longue vie au swing. Yes. Merci beaucoup pour ton temps et pour ta gentillesse et ton accessibilité. J'ai une anecdote quand même. J'ai débarqué dans le swing, moi, il y a 10 ans.
Et ça faisait que quelques... Je sais pas si tu t'en souviens, je pense. Ça faisait que quelques semaines que je dansais. Et il y avait le CRC à Toulouse. Et c'était l'ancien studio, vraiment le petit studio qui sentait bon l'humidité et les champignons. Là. Et j'arrive, et donc ça faisait quelques semaines que j'avais des cours et que je découvrais le monde YouTube aussi de tout ça. Et notamment à Charleston, quoi. Et je les avais tous mangés, tout ça. Puis j'arrive devant le studio, puis je te vois avec JB. Et pour moi, vous étiez les deux bonhommes de Charleston, quoi. Et j'étais là, oh, mais trop cool! Et tu étais en train de jouer de la guitoune, je pense que c'était tes débuts, en fait, oh, ben sûrement, de guitare, quoi. Et je me souviens de... quasiment mon premier contact social avec le swing, ça a été vous. Et immédiatement, vous avez été hyper inclusif, hyper gentil, bienveillant et hyper bienvenue, mec. En gros, d'entrée de jeu, vous m'avez dit bienvenue dans la confrérie. Tu vois, ouais, c'est là, c'est dedans. Vas-y, va danser, tout ça. Enfin, il y avait, j'ai ce souvenir-là de votre accueil hyper avenant. Puis après, on avait discuté des High Charleston et tout que je vous avais vu. Et du coup, moi, c'est un des premiers souvenirs qui me reste du Lindy, quoi. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et c'est merveilleux. Et c'est vrai qu'après, ça a été sans cesse vérifié, ce truc-là, que c'est une communauté qui est extrêmement accueillante et inclusive. Alors, on n'est pas exempt de soucis et il y en a, mais globalement, c'est une communauté qui est quand même sacrément puissante, quoi, et qui peut vraiment constituer une petite famille en soi, quoi. Ben, nous, on l'a perçu comme ça à l'époque, tu vois, quand on a commencé, on a eu le même accueil de la part de Thomas. Et du coup, ça nous a tellement marqué qu'on essaye, autant qu'on puisse le faire, d'accueillir au mieux les gens qui débutent en les incluant et puis en essayant de transmettre un petit peu notre passion. Puis là, tu parles du projet High Charleston, c'était vraiment dans cette idée-là. Les premières vidéos, quand on repense à High Charleston, c'était vraiment parti d'un petit délire. Et puis quand je vois maintenant le nombre de High Charleston... il y a une map monde et il y en a partout. Je t'avouerai, j'ai un petit peu décroché de High Charleston, je m'en occupe plus vraiment. Mais quand je vois, en fait, comme j'ai encore les accès à la page sur Facebook, j'hallucine de voir tous les messages et toutes les initiatives partout dans le monde. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Ouais, ça c'est vrai que ça a été une dynamique et c'est un des éléments pour l'ensemble des communautés, des villes, c'est un des éléments qui ont participé à faire connaître, à promouvoir un petit peu cette scène swing au travers d'une vidéo ludique et sympathique, funky. Ça permet de rassembler souvent les communautés qui ont plusieurs structures swing, qui se tirent parfois un peu dans les pattes, mais de les rassembler autour d'un projet commun et d'abolir un petit peu le côté querelle de voisinage, de chapelle. Et c'est des projets vraiment fédérateurs, quoi. Moi j'ai retrouvé aussi au travers de Team City Battle avec la Savoy Cup par exemple, ce genre de truc, c'est des éléments qui font tomber les chapelles et n'ont plus que le swing en ligne de mire, et ça c'est vraiment chouette, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve ça vraiment important justement qu'il y ait des événements par exemple comme la Savoy Cup pour fédérer en fait et entre guillemets enterrer des fois les vieilles rancunes entre différentes associations, différentes personnes dans certaines communautés. C'est normal en fait qu'il y ait ce genre de querelle, mais quand on peut passer au-delà de ça pour un intérêt commun qui est celui du swing et de représenter sa ville, je trouve ça vraiment génial. Et c'est pour ça que le projet de la Savoy Cup, ça me fait plaisir de voir que ça grossisse et que les gens adhèrent par rapport au fait que ça fédère. Voilà. Ouais. Eh ben, comme tu dis, écoute, longue vie au Lindy Hop et longue vie au swing. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi.
swing.